Notre invité est Dr Abalo Loko Gudjo Siméon. Il est botaniste et agroécologiste. Il est également le responsable du cabinet Botanical Consult. Avec lui, nous allons parler des enjeux de l'agriculture extensive au Togo. Docteur, bonjour, vous allez bien? C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Bonjour Michel, c'est un plaisir partagé. Oui. Très heureux d'être avec vous cet après-midi. Docteur, qu'appelle-t-on agriculture extensive? Bien, nous pouvons dire que l'agriculture extensive, c'est une agriculture qui se pratique sur de vastes domaines, mais le rendement est très peu. Cette agriculture s'oppose à ce que nous appelons l'agriculture intensive, Oui. pratiquée par les Blancs, donc qui cultivent sur un petit espace, mais qui ont un très grand rendement. Alors, parmi les deux sortes d'agriculture, quelle agriculture on constate plus ou bien on a plus au Togo? En effet, au Togo, nous pouvons dire que nous avons plus d'une agriculture extensive, basée sur l'utilisation des roues, des outils rudimentaires. Oui. Bien. Alors, quels sont les enjeux de l'agriculture extensive donc au Togo? Je vous remercie, Monsieur Michel. L'agriculture, c'est un domaine très important pour le Togo. Nous pouvons dire que près de 95% de la population togolaise sont agricoles. Cependant, nous avons encore des problèmes de nourriture. Il va falloir exporter du riz un peu partout, ce qui n'est pas bien. Au Togo, nous avons plus de 86 000 hectares de terres cultivables. Mais seuls 2300 hectares sont aménagés actuellement. Et parmi les 2300 hectares, nous pouvons dire que 1200 sont effectivement exploités. Ce qui fait à peine 45% des terres. Et la plupart des terres emblasées sont faites avec des matériels rudimentaires comme des roues, des coupes, tout ça là. Ouais. Alors les enjeux sont énormes. Les enjeux de la culture, nous pouvons commencer par la non-fertilité des sols agricoles. On peut parler après des problèmes de semences et les problèmes d'intrants agricoles. Quand on parle d'intrants, on veut parler des engrais chimiques, le NPK, l'urée. On a le problème des voies d'acheminement. Lorsque les productions sont faites, comment faire pour les amener vers les marchés? Nous avons le problème de financement des paysans. La plupart des paysans ont des problèmes de financement. Et le grand des problèmes, c'est le changement climatique, et qui vient s'ajouter à tous les problèmes que nous avons précités. Donc, on peut commencer par le premier enjeu, la non-fertilité des sols. Oui. Alors, pour pouvoir comprendre cet enjeu, il va falloir comprendre comment l'agriculture se faisait auparavant. Nous sommes d'accord qu'avant, nous n'avons que de la forêt. Alors, l'homme rentre dans la forêt, il défriche et il commence par semer. Ce qu'on remarque, c'est que quand on sème en même temps, le rendement est génial. Première année, deuxième année, troisième année, on a de très bons rendements. Mais à partir de la quatrième année, on se rend compte que la production diminue. Ouais. Alors, avant, il y avait assez de sol. Donc, ils abandonnaient ces parties-là et ils défrichaient d'autres forêts. Voilà. Et actuellement, avec la population qui augmente, on ne peut plus continuer par pratiquer ce système. Alors, si on se rend compte que la production diminue, ça voudrait dire que la matière organique qui était sur le sol commence par s'appauvrir. Alors, la conséquence, c'est qu'il faut savoir que lorsque nous cultivons un sol, il faut forcément lui apporter de la matière organique. Donc, les libérer, c'est quoi la matière organique au fait? Lorsque nous rentrons dans la forêt, on a des arbres. Nous avons des grands arbres, les arbustes, les herbacées. Tous ces arbres-là, leurs feuilles tombent. Lorsque les feuilles tombent, ça consiste à ce que nous appelons la litière. La litière, maintenant, est décomposée par des micro-organismes, par des matières vivantes. On peut citer, par exemple, nous avons les champignons, nous avons les vers de terre, nous avons les insectes, nous avons les termites, nous avons tout ça là. Tous ces éléments vont venir décomposer la litière pour donner ce qu'on appelle la matière organique. Bien. La matière organique, en soi, n'est pas mobilisable par les plantes. Il va falloir l'intervention des bactéries pour décomposer cette matière organique en matière minérale dont la plante peut absorber. Alors, ce qui se passe, c'est qu'avec notre pratique culturelle, actuellement, avec l'utilisation des pesticides, nous tuons tout ce qui peut décomposer cette matière minérale-là.
nous utilisons, quand on parle de pesticides, de façon générale, ça prend en compte les fongicides, les herbicides, les insecticides. Tous ces éléments détruisent les éléments de base qui peuvent décomposer la matière organique en matière minérale. Du coup, la litière est là, elle nous regarde et la terre n'est plus fertile. Bien. Et il y a des apports de solutions. Les gens commencent par apporter des fumiers, des composts, tout ça là. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que sans ces éléments-là sur le terrain, même si vous amenez votre compost, le compost est là et vous regarde. La terre demeure pauvre. Alors, ce qui se passe, c'est que il y a des gens qui ont compris qu'à chaque fois qu'il faut mener une culture, il faut amener ces éléments-là. Maintenant, nous, par exemple, nous avons des conseils à donner à ce que les matières, ces organismes-là puissent revenir sur le sol et décomposer maintenant la matière organique en matière minérale pour être mobilisée par les plantes. Et ces conseils, vous les donnez aux agriculteurs? Si oui, comment? En groupe ou bien individuellement? Bon, nous avons le plus souvent des formations dans lesquelles on forme les paysans sur comment il faut faire du compost. Comment il faut transformer, par exemple, les bousses de vache, les fientes de poule, les crottes de mouton. Ils en ont tout ça, ces éléments-là. Mais comment faire pour les composter et les ramener au champ? Nous, on les montre. Ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils s'en foutent et que la matière organique peut partir et qu'ils vont utiliser de l'engrais. Le problème qui se pose là-bas, c'est que ce sont les symbioses qui constituent la base du vivant. Là où, si nous prenons le cas de l'homme, par exemple, si vous arrivez à vivre là-bas, c'est parce qu'entre-temps, votre flore intestinale fonctionne. Votre humeur, tout ce que vous mangez, toute la dégradation est faite par la flore intestinale. C'est la même chose qui se passe au niveau du sol. Il y a des symbioses qui se font et qui font que la plante, non seulement bénéficie de la transformation de ces matières minérales, mais est fort. Nous prenons le cas, par exemple, des champignons. Les champignons, ce que les gens connaissent d'habitude, c'est ce qu'on mange. On appelle ça le chapeau qui sort du sol, c'est ce que les gens appellent par champignon. En réalité, ça, c'est le fruit du champignon. C'est ce qu'on appelle en termes scientifiques le carpophore. C'est ce qui porte les spores qui vont germer. Alors, si vous rentrez dans la forêt, par exemple, et vous trouvez un chapeau de champignon et vous le basculez par le pied, vous allez regarder qu'il y a une poussière qui sort. Ça, c'est un spore des champignons qui sortent là. Ces champignons, le champignon même est dans le sol et ça s'appelle le mycélium. Quand il pleut et vous rentrez dans la forêt, vous allez regarder quelque chose comme sous forme de toile d'araignée qui est sur les feuilles, tout ça là. Au fait, c'est le champignon lui-même. C'est ce qu'on appelle l'appareil végétatif du champignon. Ces champignons, par exemple, n'ont pas de chlorophylle. Donc, ils ne peuvent pas fabriquer leur propre matière organique. Ces champignons, alors, vont se mettre en symbiose avec les racines des plantes. Comme ils ne sont pas capables de fabriquer leur propre matière organique, ils vont aller chercher de l'eau, des matières minérales pour donner à la plante. Et au même moment, la plante, étant capable de fabriquer elle-même sa matière organique, va lui fournir du sucre. Donc, cette symbiose fait que ces toiles d'araignée que vous voyez dans la forêt peuvent faire des dizaines de mètres pour aller chercher de l'eau et apporter à la plante. D'autant plus que la plante puisse bien se comporter. Au même moment, les champignons sont les champignons de la décomposition. Plus de 95% de notre déchets sont décomposés par les champignons. Si vous laissez par exemple de la pâte, le lendemain vous retrouvez une couche blanche. On appelle ça les moisissures, ce sont des champignons. Ils vont venir décomposer cette pâte-là pour par exemple fabriquer le pain. Pour lever le pain, les levures qu'on utilise, ce sont les champignons. Donc les champignons sont partout sur le pain. Si vous prenez par exemple la rouille même, le fer, la rouille, ce sont des champignons. Les champignons sont capables de dégrader tout. Dans la forêt, la litière qui est là, le champignon est capable de le dégrader, de le transformer en matière minérale et de le donner maintenant à la plante. Cette symbiose fera que la plante est très forte. Je vais revenir à l'histoire de l'engrais. Ce que les paysans ne savent pas, c'est que l'engrais est utilisé après 2 semaines. Le plus souvent, le NPK est utilisé après 2 semaines. Et après 1 mois, on utilise l'urée. Alors que lorsque vous mettez une semence dans le sol, la semence calcule en même temps la matière minérale disponible qui est tout autour de lui. Et la semence programme maintenant le fruit et les épis qu'il va porter. Au fait, le maïs ne fait pas l'épi pour que nous mangeons. Lui, il fait tout pour assurer sa progéniture. Au fait, c'est le but de chaque... quand le manguier produit de la mangue, ce n'est pas pour nous. Lui, c'est pour assurer sa pénibilité. Donc, quand nous mettons une semence au sol en même temps,
il calcule tout et il programme les pics qu'il va faire. Donc, s'il n'y a pas de matière organique, de matière minérale pour que la plante puisse savoir quel est l'élément disponible, il va programmer des épis très petits. D'où l'importance des matières organiques. On va aller très vite, docteur, c'est très intéressant, mais on a encore d'autres points à développer. Oui. Vous avez parlé des semences également. Oui. Alors, c'est quoi une semence en réalité? Quand on rentre, par exemple, au village, quelqu'un qui passe, il voit un gros épi, il va aller demander à l'agriculteur, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner de ces épis-là, puisque je puisse semer? Il va falloir que les paysans comprennent ce qu'on appelle une semence. Lorsque vous prenez l'épi-là et vous semez, vous comprenez? S'il n'y a pas des éléments, comme disons, les éléments de base, pour que la semence puisse trouver des éléments pour développer, cette semence que vous avez pris, bien développée chez le prochain, chez le voisin, vous n'aurez rien. Parce que la semence que vous avez pris, par exemple, va subir des mutations génétiques. Ce n'est pas la même semence qui va pousser. C'est pourquoi on conseille, nous, aux agriculteurs, lorsque vous allez pour semer, il faut aller chercher des semences déjà prêtes pour la semence. Des semences contrôlées, dont la production est bien adaptée à ce que, à peu près, vous aurez le même type de production. Donc, une semence est capitale pour un bon développement de l'agriculture. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, c'est très important. Le problème d'infrastructure, vous l'aviez également invoqué. Oui. Ça n'en manque pas. Oui, ça n'en manque pas. Alors, je peux dire que dans les 3 années passées, il y a des efforts qui se font. Et quand vous allez dans des villages, il y a des pistes qui sont mises en place, alors qu'avant, il n'y avait pas ces pistes-là. Alors, le producteur, il va produire ce maïs. Il s'est débrouillé, il a eu de bonnes productions, mais comment acheminer ces éléments au marché? Ce qui fait que ceux qui font de la spéculation, eux, ils vont se débrouiller, aller dans les villages. Mais comme c'est eux qui sont arrivés, ils vont payer les choses très moins cher. Le paysan n'a pas de choix. Avec la quantité de maïs, avec la quantité de manioc qu'il a, il ne peut pas se permettre de se débrouiller pour les amener. Donc, ce problème est capital. Il faut forcément avoir des pistes afin que les productions faites au village, dans les milieux ruraux, puissent être transportées vers les zones, vers les marchés. Ça, c'est très important. Très important. Oui. Des problèmes de voix. Oui. Oui, ça, on connaît le Togo. Oui. On mesure à peu près l'importance de ces voies Oui. pour une meilleure agriculture. Exactement. Malheureusement, on n'en a pas. Oui, mais je crois que il y a un ministère maintenant qui est destiné aux pistes rurales et que les choses vont commencer par aller. J'espère bien. Vous arrivez à discuter justement avec le ministère? Je n'ai pas cette prérogative. Moi, j'accompagne les paysans. Comment faire pour que d'abord ils ont de bons rendements, mais après, nous pouvons solliciter l'aide des... Puisque vous touchez du doigt leurs réalités, leurs difficultés, Oui. peut-être que vous pouvez être le pont là entre eux et puis le ministère. En effet, le cabinet va réfléchir à ce que ce point soit touché. Et le problème de financement, c'est le nerf de la guerre. Je vous assure. Docteur. Oui. Alors, ce qui se passe avec ce problème de financement, c'est énorme. Les banques n'ont pas confiance aux petits agriculteurs, alors que c'est l'agriculture familiale qui est la plus développée au Togo. Les consortiums, les coopératives ne sont pas nombreux. Ce sont les petits groupements, les petits agriculteurs qui arrivent à nourrir le Togo. Mais un paysan, il a quoi pour aller demander un prêt à la banque? Heureusement que les microfinances sont arrivées et ces microfinances commencent par faire des prêts aux paysans. Mais je peux dire qu'il y a toujours le problème de financement. Pour acheter des semences, pour acheter des intrants, pour acheter les engrais biologiques, tout ça là, il faut de l'argent. Ce qui fait que de moitié, la production est diminuée sans le financement. Alors, comment les changements climatiques peuvent peut-être apporter, ou bien peuvent, le mot m'échappe même, agir sur l'agriculture dans votre pays, docteur? Alors, d'après tout ce qu'on a dit, le changement climatique, c'est un truc nouveau qui est arrivé et qui chamboule tout. Le changement climatique, d'abord, c'est le réchauffement climatique. Et ce réchauffement va nous causer d'énormes problèmes pour la suite. Parce qu'il y aura des nouvelles maladies qui vont apparaître, aussi bien pour les plants et pour les hommes. Il n'y avait pas certaines infections avant au niveau du maïs, tout ça là, mais actuellement avec le réchauffement,
Et ces insectes peuvent se développer, pondre et attaquer les cultures. Alors, la santé des paysans aussi est en jeu avec le changement climatique. Je prends un exemple tout de suite. Les paysans qui rentrent dans une forêt, ils commencent par couper les arbres. Je prends le cas juste des moustiques. Il y a plus de 600 espèces de moustiques, par exemple. Mais parmi les 600 espèces-là, il n'y a que 2 qui sont des hôtes de l'homme. Alors, quand l'homme va dans la forêt, il commence par couper les arbres. Il crée ce qu'on appelle des poux de Nil. L'eau va commencer par stagner dans ces poux de Nil-là. Bien, comme on vient de couper les arbres, les autres animaux qui sont des autres hôtes de ces moustiques-là vont partir. Comme ces moustiques ne trouvent plus des animaux pour piquer, il va rester que quoi? Il va rester que les moustiques qui piquent l'homme. Alors, l'homme dégage des phéromones au fait qui attirent ces moustiques-là. Donc, avant, il y avait la concurrence avec les 600 espèces-là. Maintenant, il va y avoir que les 2 moustiques, le genre anophèle et le moustique qu'on appelle moustique tigre, qui vont venir pondre dans les nids de poules que nous-mêmes on a coupés, que l'eau a occupés. Donc, du coup, qu'est-ce qui va arriver? C'est la population des 2 moustiques dangereux-là qui vont se développer plus dans la zone. Et qu'est-ce qui va arriver pour l'homme? On serait apte maintenant à tomber plus malade à cause des dérèglements que nous causons et qui amènent maintenant le changement climatique. Vous voyez ce qui se passe à peu près? Voilà. Nous-mêmes, nous sommes artisans de notre propre destruction, en fait. Donc, de plus en plus, les paysans vont tomber malades. De plus en plus, les cultures seront plus infectées avec le réchauffement climatique. Alors, docteur, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. J'avoue qu'il y a tellement de questions encore à poser. Oui. Nous espérons que vous aurez le temps une prochaine fois pour parler de l'agriculture dans votre pays. Vous-même, peut-être, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que je peux assurer aux paysans que s'ils mettent en pratique certaines bonnes pratiques culturelles, ils peuvent doubler leur rendement. Et avec, par exemple, la guerre de l'Ukraine, on sait qu'il y aura pénurie, par exemple, d'intrants. Par exemple, du riz, du NPK. Si le gouvernement ne finance pas ces trucs-là, on ne peut pas acheter. Ouais. Mais avec, par exemple, les bousses de vache, tout ça là, les paysans peuvent fabriquer eux-mêmes leur propre engrais biologique. Et nous sommes là pour les accompagner. On peut fabriquer notre propre engrais à partir des éléments que nous avons. Et c'est ça que je voulais ajouter. Et... Merci beaucoup à vous, docteur Abalo Loko Gudjo Siméon. Vous êtes botaniste et agroécologiste. Vous êtes également responsable du cabinet Botanical Concert. Merci beaucoup. Merci, M. Michel. À la prochaine fois. Oui, ça a été un plaisir. On marque une pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour Regard Croisé.